plus rien. Alors, on va dire que l'asthme et la rhinite allergique sont les maladies les plus fréquentes chez l'enfant, comme tout le monde le sait. C'est des maladies complexes et multiformes. Il y a l'interaction justement des facteurs génétiques, microbiote intestinal, des facteurs immunologiques, des facteurs d'environnement. C'est un peu un tri. C'est des maladies qui sont associées, donnent beaucoup d'impact sur le plan économique, mais aussi sur le plan social, la qualité de vie, le sommeil, et ainsi de suite. La rhinite et l'asthme sont liés sur le plan épidémiologique et physiopathologique. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Et on parle de plus en plus de modèles unifiés, bien que tu viens de dire que c'est peut-être ça ménage. On va suivre un peu ce qui se dit là et ailleurs. La rhinite allergique constitue un facteur de développement de l'asthme. Et aussi, ça constitue un facteur d'aggravation de l'asthme. Bien sûr, quand on traite correctement, de façon rationnelle, la rhinite allergique, on peut, la rhinite allergique est associée à l'asthme, on peut obtenir le contrôle de l'asthme et, dans certains cas, on peut prévenir le développement de l'asthme. Alors, la rhinite allergique, elle est très fréquente chez l'enfant asthmatique. Très fréquente. Ça peut aller jusqu'à 95%, ça dépend des études. Ça peut aller jusqu'à 95%. Il y a certains qui disent que tous les asthmatiques ont une rhinite allergique. C'est ce que j'ai vu dans d'autres études. Alors, chez l'enfant, c'est surtout l'adolescent qui a une association asthme et rhinite. Et aussi, en ce qui concerne le sexe, chez l'enfant de moins de 10 ans, c'est plutôt le garçon qui est le plus touché, et chez les adolescents, c'est plutôt là. Donc, pour parler de tout cela, on parle de facteurs de risque. On parle de facteurs de risque qui sont nombreux. Il y a la marche atopique, il y a les facteurs génétiques, c'est des suppositions tous les deux. Il y a la marche atopique, les facteurs génétiques, les facteurs de l'environnement, le microbiote, l'unité des voies aériennes, et puis il y a la mutation des gènes de la phénalmine et l'exposition allergique. On va les voir chacun de ces facteurs. Alors, concernant la marche atopique, c'est quoi la marche atopique? C'est la succession de pathologies allergiques que l'enfant ou l'adulte va présenter dans sa vie ultérieure. Ça commence très souvent par la dermatite atopique. Il y a aussi l'allergie alimentaire qui vient. Après, c'est l'asthme en général. Après, la rhinite en dernier. Mais pour certains, c'est la rhinite qui survient avant l'asthme. C'est décrit dans plusieurs études. D'accord? Alors, mais c'est pas tout le monde qui va faire toutes les pathologies de la marche allergique. Il y a à peu près moins de 10% qui vont présenter toutes les pathologies de la marche atopique. Et certains ont posé des questions. Est-ce que c'est une relation causale ou plutôt un concept de multimorbidité? On parle de plus en plus de multimorbidité. Alors, pour les facteurs génétiques, il y a la prédisposition familiale. Elle a été démontrée dans plusieurs études, notamment cette étude allemande qui a suivi 1300 nouveau-nés jusqu'à l'âge de 20 ans. Quels étaient les résultats? Alors, à 20 ans, on a remarqué dans cette étude que les enfants qui avaient un ou deux parents allergiques, à 20 ans, ils présentaient 3 fois plus donc, de cette association avec d'autres maladies allergiques, la rhinite plus les autres maladies allergiques, que les enfants qui n'avaient pas de parents allergiques. Les gènes maintenant sont bien identifiés, c'est surtout, ils sont situés sur le locus 6P21. Concernant les facteurs d'environnement, on parle de plus en plus de microbiote. On a vu ce matin le microbiote, tout à l'heure aussi. Donc le microbiote, je pense que c'est quelque chose dont on doit prendre en considération dans plusieurs pathologies, notamment dans les pathologies allergiques. Et on sait très bien que l'organisme est fait de 90% carrément de micro-organismes. Il reste 10% pour les cellules humaines. Vous voyez que l'importance du microbiote, 90% par rapport à 10% des cellules humaines. Donc forcément, ce microbiote a un rôle important. Alors les enfants qui naissent par césarienne, qui ne prennent pas assez de lait maternel, qui prennent beaucoup d'antibiotiques dans leur jeune âge, font plus de pathologies allergiques que les enfants qui naissent par voie basse, qui prennent assez de hématite, qui ne prennent pas beaucoup de paracétamol, d'antibiotiques et tout. Cela est expliqué surtout par le microbiote. Les enfants qui naissent par césarienne, leur microbiote,
s'installe tardivement, au-delà de 3 jours. Et ce retard au placement du microbiote va laisser de la place au passage des allergènes, sensibiliser l'organisme et donc déclencher les allergies. Les enfants qui, n'est-ce pas, voie basse, vont prendre tous les microbes qu'il y a dans le périnée de la femme, qui accouche, et donc leur microbiote, il est identique à celui de la mère. Il s'installe dès la naissance. Et ce microbiote va empêcher justement ces allergies de passer, et aussi il a un rôle de défense contre les infections. Alors bien sûr qu'il y a les autres, l'exposition aux allergènes, et le tabagisme passif, la pollution atmosphérique, etc. Vous connaissez tous l'hypothèse hygiéniste qu'on a vue durant ces dernières années, c'est que les enfants qui naissent et vivent dans les fermes, qui font plutôt des infections bactériennes ou parasitaires, qui ont un chien de compagnie chez eux, qui se nourrissent essentiellement donc, de fibres, font moins d'allergies que les autres enfants. Et puis cette théorie a évolué. Donc, à un certain moment, on parlait de la théorie des vieux amis. Je connais les vieux amis, c'est ces micro-organismes qui vivent avec nous depuis très longtemps, hein, parce qu'on avait une alimentation bio, parce que les pays n'étaient pas très industrialisés. Et donc, ces amis-là nous ont quittés pour laisser place à une alimentation industrielle, à une vie moderne. Et donc, actuellement, on parle plutôt de la théorie de la dysbiose, c'est-à-dire c'est l'équilibre entre les souches de ces micro-organismes qui constituent un bon microbiote d'un mauvais microbiote. Alors, concernant la mutation de la gène de la filagrine, et là vous voyez, c'est l'épiderme. L'épiderme vient de derme. L'épiderme est stratifié en 4 couches. Et la couche superficielle, c'est la cornée. Elle a un rôle très important parce qu'elle fait face à l'environnement. C'est elle qui est le premier barrage au passage des allergènes ou des micro-organismes. Alors, cette cornée, elle contient des kératinocytes, qui est l'élément essentiel de défense de cette peau contre les agressions extérieures. Et bien, ces kératinocytes contiennent des protéines de structure. Elles sont au nombre de 3, notamment la filagrine, qui vient du mot, finalement, agrégation protéine. Alors, pour démystifier le nom filagrine. D'accord? Et donc, le déficit de cette filagrine peut être acquis par le grattage, par les protéases staphylocoxiques, mais il peut être constitutionnel par mutation de gènes, FLG, par mutation de gènes. Ce déficit va entraîner une augmentation de la perte insensible en eau, donc ça va donner dans les dermatites atopiques, par exemple, le séchage de la peau, et surtout, ça va permettre à la pénétration des protéines environnementales dans la peau. Et ces protéines, quand ils vont rentrer, hein, il y aura une sensibilisation par voie cutanée, passage et migration des cellules caches de mémoire vers les tissus lymphoïdes nasales et bronchiques, donc sensibilisation des voies aériennes et constitution de l'inflammation, et justement, la réexposition à un allergène donné va entraîner des pathologies allergiques telles que l'asthme ou la rhinite allergique, ou les deux. Alors, concernant l'exposition allergique, elle est bien expliquée par cette étude. Ils ont mis au niveau de la muqueuse allergique un allergène. Donc, ils ont provoqué cette muqueuse allergique. Et puis, ils ont suivi jusqu'à, on va dire, 24 heures ces enfants. Et on a remarqué qu'en déposant en provoquant la muqueuse nasale, il y a eu plus de symptômes, aussi bien des symptômes nasaux que des symptômes respiratoires de type asthmatique. Et puis, même sur le plan fonctionnel, il y a eu une diminution du DEP, une diminution du PNI. Alors, ça c'est sur le plan clinique. Mais sur le plan purement histologique et biologique, il y a eu, parce qu'ils ont fait des biopsies en parallèle, il y a au niveau de la muqueuse bronchique et nasale. Il y a eu une augmentation de l'éosinophilie d'IL-7, non seulement au niveau du sang, mais aussi au niveau de la muqueuse nasale, localement, au niveau de la muqueuse nasale et bronchique. Alors, voie aérienne unifiée. Voilà, là on arrive au fameux problème des voies aériennes unifiées. Et on sait très bien que, bon, il vient de dire que peut-être c'est pas ça, mais allez, je crois.
débattre. Le nez et les branches ont les mêmes éléments anatomiques et histologiques. Et le voie aérienne supérieure constitue le premier filtre de l'entrée des agents microbiens, là, et puis les allergènes. Donc, le voie aérienne supérieure, c'est un moyen d'humidifier et réchauffer l'air, comme l'a dit le professeur Chetibi tout à l'heure. Et donc, quand on a l'introduction de l'allergène, il va y avoir donc, une réaction inflammatoire de type TH2, on aura une congestion nasale, on a une respiration buccale, donc l'enfant va inhaler de l'air froid et sec, et ça va entraîner une hyperactivité bronchique. Tout cela est associé aussi au réflexe népharynx bronche, c'est-à-dire que les bronches et les voies nasales sont innervées par le vague, comme tout le monde le sait, et donc quand on a une stimulation de la muqueuse nasale, l'influx va vers le cerveau, il y a la réponse à partir du cerveau qui va toucher non seulement la muqueuse nasale, mais aussi la muqueuse bronchique et donner une hyperactivité bronchique. Alors, quel est l'impact de la rhinite allergique sur l'asthme? D'abord, la rhinite allergique constitue un prédicteur, justement, du début d'un asthme chez l'enfant. C'est ce qui est expliqué dans cette étude de cohorte de naissance allemande, toujours 1314 nouveau-nés sains, suivis jusqu'à l'âge de 3 ans. Alors, au bout de cette étude, à l'âge de 13 ans, mais il y a eu des comment on appelle ça, à 2 ans et à 5 ans. Et on a remarqué que la rhinite allergique existe à l'âge préscolaire, d'une part, et c'est que cette rhinite allergique est un facteur de risque d'asthme entre l'âge de 5 à 7 ans, ce qui est prouvé par cette étude. Alors, ils souffrent de quoi ces asthmatiques qui ont en plus une rhinite? Alors, ils souffrent de crises d'asthme plus fréquemment que les asthmatiques qui n'ont pas de rhinite allergique. Ils souffrent de morbidité, donc ils font beaucoup de consultations par rapport aux enfants qui n'ont pas de rhinite allergique, et l'impact sur la scolarité, sur la vie de tous les jours, sur le sport et tout, il est plus important que les enfants qui n'ont pas de facteurs donc de rhinite allergique. Là aussi, c'est des enfants qui vont présenter plus donc, de symptômes, mais aussi plus de limitation à l'activité de tous les jours, mais aussi ils prennent beaucoup plus de traitements de secours que les enfants qui n'ont pas de rhinite allergique. Alors, regardez cette étude, c'est une étude prospective très intéressante, longitudinale. Ils ont suivi des enfants jusqu'à âgés de 6 à 17 ans. C'est des enfants qui vivent dans les villes, c'est des enfants plutôt des enfants de régions pauvres. Et puis ils les ont suivis tous les 2 mois jusqu'à 1 an. Ils ont séparé ces groupes en asthme difficile à contrôler et en asthme facile à contrôler. Qu'est-ce que ça a donné cette étude? On a remarqué que les enfants qui avaient une rhinite allergique, au moment des symptômes de rhinite allergique, ils avaient plus de symptômes diurnes, ils avaient plus de symptômes nocturnes, ils avaient plus d'exacerbations et ils avaient une baisse du VMS au même moment de l'apparition des symptômes de rhinite allergique, mais aussi que ces enfants-là prenaient beaucoup plus de traitements, surtout chez les enfants qui sont difficiles à traiter. Donc la rhinite allergique va aggraver encore plus l'asthme chez ces enfants-là. C'était surtout chez les enfants qui présentaient une rhinite allergique perannuelle avec exacerbation sévère, plutôt saisonnière, et c'était des rhinites plutôt sévères. Alors, donc la prise en charge, les buts, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'alléger, voire prévenir les symptômes, améliorer la qualité de vie de l'enfant et de sa famille. C'est ça les buts du traitement de la rhinite. Bien sûr, en tenant compte, si l'enfant a un asthme, il faut le traiter en même temps. Donc, le traitement, on le répète, c'est l'éviction allergénique, c'est le traitement médicamenteux, c'est l'éducation thérapeutique, c'est l'immunothérapie chez certains enfants. Pas tous les enfants, on l'a vu tout à l'heure, on ne va pas le répéter ici. Toujours, le choix du traitement dépend donc de l'âge, des préférences, la sévérité de la maladie, de l'efficacité et l'innocuité du traitement, de la rapidité du début d'action, c'est normal. La réponse historique des traitements déjà pris, on en tient compte, pour ne pas remettre les mêmes traitements. Et puis, on préfère les traitements qui sont peu sanglants ou non sanglants
évidemment, pour ne pas perturber l'activité journalière des enfants. Alors, beaucoup d'études ont étudié l'effet du traitement justement de la rhinite allergique sur l'asthme. Et puis cette étude taïwanaise, qui a quand même pris 10 000 enfants. 10 000 enfants, c'est important, qui étaient suivis pendant 1 an. La moitié d'entre eux, ils avaient une rhinite allergique. Alors, les traitements qui étaient prescrits chez les enfants, il y avait les corticotétranazole de différents types, et il y avait les antihistaminiques oraux. Eh bien, ils ont remarqué que l'utilisation du traitement classique, corticotétranazole et ou antihistaminique, avait réduit de façon significative la survenue des exacerbations aiguës d'asthme. Pour vous dire qu'on cherche l'asthme, on traite l'asthme, bien sûr, mais on traite correctement la rhinite allergique. D'ailleurs, quand on a, nous, un obstacle dans le contrôle de l'asthme chez l'enfant, avant de passer d'un palier à un autre, on recherche un certain nombre d'autres facteurs qui empêchent, qui rendent difficile le contrôle de l'asthme. Lesquels on va rechercher si le traitement est pris. Déjà, c'est une bonne observance. Si la technique d'inhalation, elle est correcte, s'il n'y a pas une concentration d'allergènes auquel on peut sensibiliser autour de lui, et puis on va rechercher surtout les atopies de type allergique. Et en premier lieu, on va rechercher la rhinite allergique, parce que un asthmatique, si on ne traite pas sa rhinite, on n'obtient pas correctement le contrôle. C'est ça le but du traitement. Et puis, regardez là aussi cette méta-analyse qui, beaucoup d'études ont dit qu'en donnant les corticoïdes intranasaux, ça permet d'améliorer le score des symptômes. C'est attesté par plusieurs études, hein, ce n'est pas une ou deux. Et puis, il y a aussi une amélioration du VMS. Donc, s'il y a amélioration des symptômes, amélioration du VMS, donc automatiquement on obtient un meilleur contrôle de l'asthme, une meilleure qualité de vie. Donc, et puis, toujours dans cette méta-analyse, qu'est-ce que ça dit cette méta-analyse? C'est qu'en donnant le traitement, ça permet de diminuer les traitements de secours de l'asthme. C'est très important. Alors, pour les enfants qui ont eu un traitement classique, on a vu les indications tout à l'heure, dans les rhinites sévères, non contrôlables par un traitement classique, on peut considérer l'immunothérapie spécifique. Et bien, en donnant l'immunothérapie spécifique, ça permet de faire une suppression de la réponse TH2. Et cela va permettre la prévention de l'asthme, mais aussi prévenir les sensibilisations futures, à d'autres allergènes, je veux dire. Ceci a été justement vérifié par cette étude italienne prospective qui a englobé 134 patients, un suivi de 6 ans, en donnant justement l'immunothérapie. Ça permet d'empêcher l'apparition d'autres sensibilisations dans la majorité des cas par rapport aux enfants qui n'avaient pas reçu l'immunothérapie spécifique. Et je vous remercie. C'est très bénéfique.